Ibrahim Traoré s'attaque aux antivaleurs, les mêmes histoires qui détruisent l'Afrique depuis des siècles. Ce sont les mêmes bêtises. Suivant. Il a été recruté. Mais les gens ne font pas la mission. Voilà, pendant que des gens ont des salaires de 3 millions, de combien de millions dans ce pays, voilà, il y en a qui n'arrivent même pas à se payer un repas. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal qu'il y a des gens qui n'ont même pas de repas pendant qu'il y en a qui reçoivent beaucoup d'argent, mais ceux qui reçoivent beaucoup d'argent ne font pas leur travail. Monsieur Traoré ici essaie d'expliquer, en bref, combien les gens sont paresseux. Et vous voyez ça chaque jour, ok? Chaque jour en Afrique, vous voyez des gens qui sont paresseux dans leur boulot. C'est son boulot, c'est l'office de l'État, mais quand vous y arrivez, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité pour qu'elle vous donne audience. Il faut supplier une personne de faire son travail. La personne est là pour donner les papiers, pour vous outiller de certains éléments, des informations. Mais apparemment, c'est à vous d'être humble, excessivement humble surtout, et gare à vous de faire quoi que ce soit qui l'embête. Elle vous laissera assis ou assise pendant des heures. Et vous ne pouvez absolument rien à propos de ça. Monsieur Traoré ici parle de ces histoires. Vous recevez un gros salaire pendant qu'il y a des gens qui ne reçoivent pas. Faites votre travail. Ah non. Ah non. Moi, je suis opposé à ça. Il faut qu'on change les choses. Soit on change, ou bien, écoutez, on reste esclave à jamais. On est là pour changer les choses. On a pris le temps d'observer, de sensibiliser, de parler. Comme beaucoup de gens ne comprennent pas, en fin d'année, donc, j'ai annoncé que ça sera ferme. La machine contre la lutte contre la corruption va démarrer. Ça sera ferme. Il faut que ça soit ferme. Monsieur, vous avez raison. En fait, en Afrique, il faut être ferme. Il faut être très dur avec l'Africain. Très dur. Il faut être très dur avec l'Africain, je répète. Quelqu'un d'intelligent me disait il y a très longtemps, en fait, c'était mon entraîneur à l'époque de boxe aux États-Unis. Don Turner. C'est le monsieur qui a entraîné Evander Holyfield. Evander Holyfield, pour ceux qui ne savent pas, c'est le monsieur qui a battu Mike Tyson de manière emphatique à 2 reprises. Et c'était mon entraîneur pendant un temps. Et pendant que j'y étais aux États-Unis, je vivais avec lui. On vivait sous le même toit. Et il était notre cuisinier, il était notre pasteur, tout ça. Il a dit quelque chose de très important. Il a dit, l'homme noir, c'est comme un citron. Et pour en tirer les ressources, pour en tirer l'effectivité, l'efficience, pour en tirer l'honnêteté, la capacité, la réaction, la productivité, il faut le presser. L'homme noir, c'est comme un citron. Pour en tirer la productivité, il faut le presser. Donc, pour ceux qui ont les entreprises, vous comprenez. Généralement, tu ne peux pas laisser à nos frères travailler dans vos entreprises sans les checker. Il faut constamment le checker, lui rappeler. Il faut presser. Il faut quelquefois booster, bousculer pour que ça fonctionne. Et il dit non, on va être sévère. Et des fois, il faut dire à quelqu'un, tu risques de perdre ton emploi pour qu'il redevienne normal. Et c'est triste et malheureux. Il dit on va être sévère. On a prêché, on est fatigué. Okay? Nous sommes fatigués parce que ce sont les mêmes histoires. Regardez, ce monsieur est en train de combattre un combat noble et un combat uphill. Il est en train d'aller à la montagne. C'est très difficile. C'est la même tendance, le même combat de Thomas Sankara. Suivez. Eh bien, ça démarre. Le conseil de discipline et autres, c'était mort. On a adopté des textes pour que les gens puissent sanctionner ceux-là qui ne veulent pas travailler. Il faut sanctionner. Mais rien, personne ne veut sanctionner. Ah, si moi je le sanctionne, on peut le licencier, ça sera de ma faute. Sanctionner ceux qui ne travaillent pas. Il faut sanctionner. Les gens sont fatigués en Afrique. C'est toujours les mêmes bêtises, les mêmes histoires. Vous ne voulez pas travailler, mais vous voulez vivre à votre aise, manger l'argent du gouvernement. Sanctionner. Quand quelqu'un ne travaille pas bien, il faut le sanctionner. C'est clair. Écoutez, il y a ce genre d'émotions-là. Ça ne doit plus exister. Plus exister. Nous sommes un pays en guerre et on doit bien gérer les ressources. Et quand on dit gérer les ressources, ce n'est pas les ressources financières seulement, les ressources humaines aussi. Dans notre émotion, on n'arrive même pas à faire quoi que ce soit. On n'arrive pas à sanctionner quelqu'un. Sanctionner. Les gens qui font pas le boulot, il faut sanctionner. Oh, c'est membre de la famille. Oh, c'est mon cousin. Tu vois la famille. Il faut sanctionner. Le cousin, c'est dans la maison. Ça, c'est pas votre maison. Le pays ne vous appartient pas. Ceci est valide partout en Afrique. Il faut sanctionner. Si monsieur ne fait pas le travail correctement, il est en train d'abuser des ressources financières du pays, il faut le sanctionner, il faut le jeter en prison. Qu'est-ce que vous attendez? La raison pour laquelle l'Afrique continue de souffrir, de rester en arrière, c'est parce que, je ne sais pas, pourquoi vous ne sanctionnez pas? Il y a des gens qui sont de gros travailleurs dans notre administration et vous les connaissez. Ils viennent très tôt
tant qu'ils ne finissent pas leur mission, ils ne rentrent pas à la maison. Ils n'ont jamais demandé de payer une heure supplémentaire. Ils sont nombreux ceux-là qui viennent, qui repartent jusqu'à la nuit, qui font le travail. Mais en réalité, ils font le travail de certains paresseux et de certains fainéants qui viennent et à 10 heures, ils sont donc dans des maquis ou bien ils sont au porc au four. Ils ne veulent pas travailler. C'est la réalité et vous la connaissez. C'est ça, les gens viennent, travaillent pas parce qu'ils ont envie de travailler, travaillent parce qu'ils savent qu'ils vont recevoir un salaire à la fin du mois. Et en fin de compte, ils font quoi? Ils font pas le travail correctement. Oh, le dossier là est perdu. Oh, madame, il faut pas me parler comme ça. Mais attendez, il faut pas te parler comme ça. Tu fais pas ton boulot. Toi, tu es venu, oh, ton attitude n'est pas bonne. Mais toi, tu es venu pour checker les attitudes des gens ou bien tu es venu pour offrir un service qui ne t'appartient pas. Oh, ton attitude. Quelle attitude? Oh, tu me parles pas comme ça. Mais attendez, on n'est pas à l'école maternelle. On ne doit pas avoir peur de vous. Vous êtes fonctionnaire de l'État. Il faut assumer vos rôles. Et monsieur dit, les paresseux sont là assis pendant que les autres qui sont courageux et braves font leur travail. C'est inacceptable. Qu'on va prendre dans les situations d'absence chronique dans les administrations et qui ne sont pas sanctionnés, la personne sera licenciée. Le directeur qui était censé le sanctionner là sera probablement licencié aussi, sinon puni. On ne peut pas continuer comme ça. Et c'est ça le problème des Africains. On a peur de sanctionner ou de faire un travail correct parce qu'on ne veut pas que les gens disent des choses négatives sur soi, disant on va me critiquer, oh, c'est à cause de moi qu'il a perdu son boulot, c'est à cause de moi que tout ça. Mais s'il ne fait pas correctement son boulot, il n'y a pas de quoi avoir des sentiments. Les sentiments d'amitié, c'est dehors, c'est dans les rues, c'est dans le quartier, ce n'est pas au boulot. C'est surtout pas à l'hôpital où il faut donner un travail, donner un service approprié à l'humanité. S'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire son travail correctement, à l'hôpital par exemple, il faut le virer. Qui ne fait pas son travail correctement dans une entreprise aérienne d'aviation, il faut le virer, sinon ils seront tous les raisons pour lesquelles les gens vont mourir à l'avion. L'avion va tomber, va cracher, l'hôpital ne va pas fonctionner, il y aura des gens certainement qui mourront parce que votre ami, votre cousin, votre voisin, que vous avez peur de sanctionner, sera la raison pour laquelle ces personnes perdraient leur vie. Il faut être correct dans la vie. Oh, c'est quelqu'un de ma tribu, ça n'a absolument rien à voir. Voilà pourquoi ça ne va nulle part. On vous a recruté pour faire un travail. Vous vous retrouvez assis au bureau. Un commerçant ou un pauvre paysan vient pour un papier. Vous le voyez, certains sont tellement orgueilleux, gonflés. C'est de l'esclavage. On vous a recruté pour faire un boulot. Ok, un boulot administratif. Et un paysan vient du village pour venir chercher votre service. Et vous le regardez, vous commencez à gonfler pour lui montrer que vous savez comment parler français, vous avez été à l'école, vous avez déjà été à Strasbourg, et le paysan ne voit absolument rien devant vous. C'est quoi cette mentalité? C'est triste parce que c'est une mentalité afro-francophone. Hein? Cette domination, cette prétence de supériorité parce qu'on parle bien français, on ne fait pas de faute d'orthographe. Qui vous a dit que parler français correct, c'est ça, c'est signe d'intelligence. Ce n'est pas signe d'intelligence. Il y a des gens excellents, c'est peut-être intelligence linguistique, mais ce n'est pas l'intelligence pratique. Vous ne mangez pas la langue. Ok? Vous n'améliorez pas la société à travers la langue. Absolument pas. Il ne fait pas d'abord son travail. Il le crie dessus. Il cherche les gens de leur bureau. Si tu fais, tu quittes mon bureau. Et souvent, il les cherche. Les gars sortent, ils tournent. Il ne fait pas le travail, il se lève, il part faire. Ces gens-là existent dans l'administration. On le dit publiquement haut et fort. 15 mois à s'observer, c'est trop. Si on t'a recruté d'être dans une administration pour faire un service, tu le fais. Tu n'as pas à esclavagiser des Burkinabés. On vient pour faire un papier. Le gars vient souvent, il ne comprend même pas français. Souvent, il ne connaît pas le nom du papier. Mais tu as été recruté pour faire ça. Le gars ne connaît pas le papier. Toi, tu as été recruté pour faire ça, mais tu veux l'insulter, tu veux le montrer qu'il n'est pas à ton niveau, qu'il ne représente absolument rien, parce que voilà, c'est ça. C'est ça le problème. Monsieur Traoré dit clairement ici, c'est l'homme qu'il faut changer. Vous pouvez changer autant de gouvernements que vous voulez. Si l'homme ne change pas, ça sera les mêmes bêtises, la même répétence, les mêmes histoires, les mêmes mouilles, les mêmes histoires. C'est ça. Il faut que l'homme change. Si l'homme ne change pas, ce sont les mêmes bêtises qui se répètent, la même répétence, les mêmes histoires. Et ceci est valide partout en Afrique, surtout francophone. Cette mentalité où je vais au bureau, vous commencez à vous maquiller pendant qu'il y a des gens qui sont assis à vous regarder. Ça vient d'où ces bêtises? Quelqu'un vient dans une entreprise aviation, compagnie d'aviation, pour changer son ticket ou la date de voyage.
Oh, je souhaiterais voyager le 27. Je ne partirai plus le 22. Pourquoi vous voulez voyager le 27? Attendez, mais pourquoi je vais voyager le 27? Toi, tu es qui? C'est toi qui as acheté le billet là. Oh non, mais non, on a de chiffres limites. Mais attendez, de chiffres limites. Moi, j'ai acheté un billet. Mon billet dit que je peux changer autant de fois que je voulais. Voilà pourquoi j'ai payé un billet extra. Ce n'est pas à toi de me demander pourquoi je fais. C'est quoi? Il y a moins de gifler. God bless. Bon, d'abord, on va aller en Russie pour comprendre pourquoi on ne pas Poutine. Ensuite, on va aller aux États-Unis où on vous maltraite, on fait des choses complètement incohérentes, on renvoie sciemment les Africains dans des pays en guerre. On se pose beaucoup de questions de savoir est-ce que les Africains méritent le respect du monde? On le découvrira tout de suite. Ensuite, on ira en Corée du Nord. La Corée du Nord, ça ne rigole pas. Ils ont inauguré une station balnéaire, une plage massive dans l'objectif d'attirer le tourisme. Et on invite les Africains à venir. On le découvre tout de suite. Alors, nous sommes en Russie. Le président Vladimir Poutine, c'est pas votre ami. Okay? C'est quelqu'un qu'on ne balance pas. Okay? Si vous vous moquez de sa gueule, il se moque de votre gueule pendant que vous ne respirez plus. C'est de la maladie, c'est de la folie. C'est surtout stupide de le faire ou d'oser même d'y penser. Le ministre russe limogé a trouvé la mort. Ah oui, le comité d'enquête russe a annoncé que l'ex-ministre russe de transport, Roland Starovoyt, a été retrouvé mort, apparemment d'une balle dans la tête. Auto-infligé. Waouh, une balle dans la tête auto-infligée. Qu'est-ce qui s'est passé? Le même jour, il avait été limogé. Okay? Limogé dans la journée, le soir, ouais, auto-infligé. Aucune raison n'a été donnée pour son renvoi. Le ministre adjoint de transport, André Nikitine, a été nommé pour remplacer peu après. Je voudrais vous proposer de franchir une nouvelle étape dans votre carrière et d'assumer les fonctions de ministre par intérim des Transports de la Russie. Le président du gouvernement apprécie vos qualités professionnelles, vos qualités personnelles ainsi que les résultats que vous avez obtenus dans des délais relativement courts. J'ai l'intention de soumettre votre candidature à la Douma, le Parlement russe, et si les membres du Parlement la soutiennent, je ferai de même. Vladimir Vladimirovitch, c'est à la fois un honneur et une responsabilité pour moi. Je consacrerai absolument tous mes efforts pour que notre secteur des transports ne se contente pas de se développer à un rythme accéléré. Nous sommes le plus grand pays du monde, et nous devons avoir le système de transport le plus efficace. C'est ce dont notre économie a besoin, ce dont notre peuple a besoin, et je suis prêt à travailler avec un engagement total. Le ministre de Transport, qui a été limogé pendant la journée, le soir, on l'a retrouvé avec une balle dans la tête. Et bien évidemment, les rapports disent que c'est une balle auto-infligée. Pourquoi? On va le découvrir. Starovoyt avait été nommé ministre de Transport en mai 2024. Et avant cela, il a servi en tant que gouverneur de la région de Koursk. Ok. Il était gouverneur de la région de Koursk avant 2024. Et il l'a fait pendant 6 ans. Donc il avait vraiment le contrôle de la région pendant 6 ans. Koursk, vous savez très bien, avait été partiellement occupé par les Ukrainiens pendant un long moment. Ils ont vraiment combattu et lutté dans l'objectif de déstabiliser les forces russes. Et ça ne sera que jusqu'à la fin du mois de juin qu'on pourra réellement repousser les Ukrainiens hors de Koursk. Le successeur de M. Starovoyt, nommé Alexei Smirinov, n'est pas resté non plus très longtemps dans cette position. On a changé M. Starovoyt, remplacé par M. Alexei. M. Alexei aussi n'est pas resté pendant très longtemps. On l'a aussi limogé. Pourquoi? Il avait été arrêté en avril et accusé de détournement de fonds alloués à la construction des fortifications de la frontière avec l'Ukraine. Donc l'argent qui était alloué, ok, pour fortifier la frontière de l'Ukraine et la Russie est détourné par ces mêmes personnes. Évidemment, en faisant cela, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez la porte à l'ennemi. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec M. Starovoyt? Selon les médias russes, Starovoyt était au point d'être inculpé pour les mêmes raisons. Ok, on voit le chef et son subalterne. On a d'abord révoqué le chef, en plus placé le subalterne. Finalement, on a révoqué le subalterne après avoir découvert que le subalterne était impliqué dans une histoire de détournement de fonds dans l'objectif de renforcer la frontière contre l'Ukraine. On a aussi découvert que le monsieur Starovoyt était impliqué dans cette histoire de détournement de fonds pour le renforcement de la frontière contre l'Ukraine. Quelques questions ont été posées à Dmitri Peskov par des journalistes pour savoir si le limogeage signifiait que Poutine avait perdu confiance à Starovoyt en raison de l'événement à Koursk. Peskov a dit si Poutine avait perdu confiance, s'il y avait une question de manque de confiance, il aurait mentionné manque de confiance. Mais ce qui se passe ici est très clair. Koursk a été attaqué et pris par des Ukrainiens pendant un grand moment.
en ce qui se passe, il paraît que M. Starovoy a joué un rôle très important, pas seulement dans la facilitation des Ukrainiens dans l'entrée de course, et aussi en maintenant, détournant l'argent qui était alloué aux militaires russes dans cet espace. Donc, on reçoit l'argent, on le détourne pour empêcher les militaires de se défendre correctement, et ensuite, on donne des indices essentiels à l'Ukraine pour entrer en Russie. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Ça devrait nous rappeler l'histoire du chef de Wagner, n'est-ce pas? C'était un ami très proche de Vladimir Poutine, en effet. Très, très proche. Mais en fin de compte, les amis les plus proches peuvent quelquefois devenir les ennemis les plus farouches. Il faudrait faire très attention par rapport à ça. On ne se fout clairement pas de la gueule de M. Vladimir Poutine, à moins qu'on soit prêt à payer de sa vie. Les États-Unis d'Amérique expulsent 8 personnes, vers un pays tiers africain. Quel pays? Le Soudan. Le Soudan est en guerre. Les États-Unis ont expulsé 8 personnes, et parmi ces 8 personnes, un seul est soudanais. Les autres sont africains, d'autres pays africains. Il y a aussi un Vietnamien, et ce n'est que le premier lot. Les États-Unis expulsent les Africains qu'ils trouvent illégaux dans un pays africain en guerre. Pourquoi en guerre? Parce que les États-Unis, d'ailleurs, a réduit en squelette le membre de l'ambassade américaine au Soudan, parce qu'ils reconnaissent le danger qu'on trouve au Soudan. Qu'est-ce qui se passe au Soudan? Voilà le Soudan. Le Soudan, en général, très rapidement, est un pays qui était le pays le plus grand d'Afrique, jusqu'à un certain moment. Qu'est-ce qui s'était passé? Le nord du Soudan est occupé par des Arabes ou des arabophones qui, d'après beaucoup de personnes, prenaient soin du nord et négligeaient totalement le sud qui est occupé par des Noirs. Alors les Noirs, à un certain moment, on avait ras-le-bol et on voulait une séparation évidente. Et avec ça, le nord, occupé par les arabophones, était très en colère. Ils ont commencé à massacrer les Noirs. Les Noirs, en fin de compte, à un moment donné, ont pu recevoir l'indépendance et créer le pays le plus nouveau, le plus jeune du monde, le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, qui comporte beaucoup de peuples, y compris ceux-là, les Dinka, qui sont très beaux, très grands, très noirs de teint. Ils sont les hommes les plus grands de taille sur Terre, en effet. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Après que le Soudan du Sud soit créé et que les gens eut été contents pour eux, disant voilà, un pays africain qui naît, tout le bazar, ça sera le bonheur pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il s'est passé que les Noirs entre Noirs voulaient chacun devenir chef. Et une nouvelle guerre a commencé entre les Noirs. Ils ont commencé à se massacrer. C'est donc, vous savez, un monsieur de l'apartheid qui a dit, on peut rien donner aux Noirs. Vous leur donnez le pouvoir, ils veulent dominer les uns sur les autres. Vous leur donnez des flingues ou des fusils, ils se tuent entre eux. C'est malade. C'est incroyable. Vous verrez cela dans beaucoup de pays africains. Des gens qui étaient membres de l'opposition, par exemple, qui vous présentent toutes ces belles histoires, ces aspirations incroyables. On transformera ce pays, on en fera un pays très puissant, on créera des emplois et tout le bazar. Mais aussitôt qu'ils atteignent le niveau qu'ils espéraient atteindre, vous vous posez la question de savoir si c'est la même personne ou pas. Le traitement qu'ils vous infligent est encore pire que les traitements qu'ils condamnaient eux-mêmes. Le Soudan est un pays dangereux en ce moment parce que les Noirs sont en train de se massacrer entre eux. Et en attendant, les Arabes sont en train de rire. Regardez ces pauvres négros. Ils voulaient la liberté. Regardez comment ils font entre eux. Ils se massacrent entre eux. Les États-Unis ont récemment expulsé 8 individus vers le Soudan du Sud. Un pays que le département d'État américain déconseille de visiter en raison de la criminalité, des enlèvements et des conflits armés. Donc eux-mêmes reconnaissent que c'est un pays dangereux. Mais vous, on vous attrape aux États-Unis, on ne veut plus de vous, on vous balance là-bas. C'est pourquoi. Il y a un message très clair là-dessus. Okay? Pourquoi ces personnes ont été renvoyées? D'après les rapports, ces personnes avaient été condamnées pour des crimes violents aux États-Unis. Après avoir purgé leur peine, elles ont été transférées vers le Soudan du Sud, malgré les préoccupations concernant leur sécurité dans ce pays en guerre. Donc, ces personnes sont des criminels. Okay? Des crimes brutaux, des crimes violents. Ils ont purgé leur peine. Okay? Tu as purgé 20 ans aux États-Unis, en fin de compte, on te balance au Soudan, au lieu de t'envoyer dans ton pays natal. Ça en dit trop. Numéro 1, il faut pas aller chez les gens faire des... Non. Pourquoi aller faire des crimes chez autrui? Reste chez toi et tue des gens si tu en as envie. C'est difficile. Peut-on dire que les Américains sont racistes? Même s'ils sont racistes, pourquoi faudrait-il leur donner des raisons de justifier ce racisme? C'est malade. Aucune personne ne voudrait d'une personne malade. Un tueur. Au fait, normalement, quand tu purges ta peine, on te laisse faire ce que tu as envie de faire. Dans ce cas, les États-Unis te laissent purger ta peine. Ensuite, on te balance chez toi. Rentre chez vous à la maison. Pas chez vous à la maison, au Soudan. Et le Soudan est obligé d'accepter. Pourquoi le Soudan est obligé d'accepter? Vous vous posez la question. Le Soudan accepte parce que le Soudan a subi des conséquences très lourdes récemment à l'égard des États-Unis. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils avaient refoulé quelques éléments vers le Soudan. Parmi ces éléments, il y avait une personne que le Soudan a refusé d'accepter. Le Soudan l'a renvoyé, disant que ce n'était pas un Soudanais. C'est une raison justifiable, n'est-ce pas? En fin de compte, les États-Unis disent, puisque vous refusez d'accepter ce monsieur qui est noir, nous allons annuler tous les visas, même de ceux qui l'ont obtenu légalement. Tous les passeports soudanais contenant des visas américains seront invalides.
Donc, ceux qui ont le visa américain de résidence permanente, de mariage, de travail, toutes ces personnes ont vu leur visa annulé. Pourquoi? Parce que le gouvernement soudanais a refusé d'accepter un individu qui n'est pas soudanais au Soudan, après avoir été refusé par les États-Unis d'Amérique. Donc, on vous envoie un monsieur qui n'est pas de chez vous. On a découvert qu'il était où? Il était un Congolais démocrate, RDC, un Congolais refoulé au Soudan. Et le Soudan, regardez la distance entre le Soudan et le Congo, c'est difficile, on peut pas marcher. C'est vrai qu'il n'y a même pas de route, okay? Même à l'intérieur du Congo, il n'y a même pas de route. Il n'y a pas de route, hein, il faut dire la vérité. Hein. Venons, regardez ici, ça c'est Goma vers Kinshasa, il n'y a pas de route, ça n'existe pas, il faut prendre l'avion. Bref, à quand même plus forte raison une personne venant du Soudan pour aller à Kinshasa chez eux. C'est incroyable. Alors le gouvernement soudanais a finalement accepté ce monsieur congolais au Soudan, espérant pouvoir renverser la vapeur, mais malheureusement, monsieur, comment il s'appelle, Kriskov, ou comment il s'appelle, monsieur, voilà, il a dit non, on va évaluer, nous n'allons pas renverser ce que nous venons de faire, nous le ferons graduellement en examinant comment est-ce que le Soudan se comportera à chaque fois qu'on enverra des gens chez eux. C'est-à-dire le Soudan, carrément, c'est la poubelle. On vous envoie des gens les plus meurtriers, les gens les plus malades, vous les acceptez. Si vous les acceptez pas, on ne renversera jamais ce qu'on a défait. C'est-à-dire les visas de tous les Soudanais qui étaient innocents, qui n'avaient absolument rien à voir avec cette situation, ne sera pas renversé à la normalité aussi longtemps que le gouvernement soudanais s'opposera ou objectera à quelconque demande venant des États-Unis d'Amérique. En Corée du Nord, les amis, on vient d'inaugurer une station balnéaire, c'est-à-dire plage comme jamais dans le passé. Incroyable. La Corée du Nord a récemment ouvert la station Wonsa Kalma, située sur la côte du pays pour attirer des touristes. On veut des touristes en Corée du Nord. Cette station peut accueillir jusqu'à 20 000 visiteurs à la fois et comprend des plages de 4 km, des hôtels, des restaurants, des parcs aquatiques et une marina. Incroyable, les amis. Incroyable. Elle est présentée comme un élément clé du projet de Kim Jong-un visant à développer le tourisme et revitaliser l'économie nord-coréenne. Incroyable. L'infrastructure, station propose des hébergements variés, les installations de loisirs, c'est-à-dire des parcs, d'attractions, des restaurants, des espaces de détente, faire du karaoké en coréen, on vous apprendra un peu de coréen et tout le bazar. Le gouvernement nord-coréen espère attirer des touristes étrangers africains, premièrement. Les Africains sont invités et espèrent générer des devises étrangères grâce à cette station. Les Africains sont attirés. On veut que vous partiez, tout se passera bien. Mais en attendant, il y a un blocus. La Corée du Nord interdit les influenceurs occidentaux et les journalistes et les touristes officiels. Tout ce qui est occidental. Pour la première fois, on vous préfère vous par rapport aux autres. Hein. Les Européens ne partez pas. Pas vous, ne venez pas. La Corée du Nord a interdit votre présence. Selon un tour opérateur basé en Chine, quelques groupes de visiteurs étrangers ont été accueillis ce mois dernier, notamment quelques Africains. On veut aussi d'autres Africains. Donc, on va vous faciliter la tâche. Et si vous y allez, on vous donne $2000 pour avoir parcouru. Ça, c'est seulement pour les Africains. Donc, si vous cherchez $2000, il y a une possibilité. Young Pioneer Tour, une agence de voyage occidentale, a aussi annoncé qu'elle organiserait un nouveau tour, un nouveau voyage pour un groupe de touristes étrangers, préférablement africains, et aussi d'Amérique du Sud. Donc, c'est ça, les amis. Intéressant ou pas? Vous allez y aller ou pas? Pour recevoir $2000. Enfin, bref. Le ministre limogé en Russie, on ne pas Poutine, si on Poutine, tu disparais. Bon, c'est une personne qui a été impliquée évidemment dans l'histoire de course. Clairement, d'après eux, aurait joué avec l'argent des militaires. J'aurais bien espéré qu'on fasse ça dans certains pays en Afrique. Quand tu joues avec l'argent des militaires, parce que les militaires vont en guerre, pendant qu'ils vont en guerre, leurs chefs, qui sont censés leur distribuer leur salaire, s'amusent avec leur argent et leur salaire et espèrent que ces gens performent à la hauteur de leur capacité. C'est absolument malade. Les États-Unis d'Amérique désormais vont refiler des gens. En Afrique, dans un pays en guerre, au Soudan, on s'en fout de vous, on vous balance là-bas, votre nourriture, vous allez chercher vous-même. Il n'y a pas votre papa là-bas. La Corée du Nord vous invite, moyennant $2000, gratos pour vous, vous balancez à la plage et tout le bazar. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, j'aurai beaucoup de plaisir.
Nous avons deux problèmes sur la table que nous avons réunis. Il s'agit du problème du paquet de sanctions contre la Fédération de Russie. C'est le 18e paquet. En même temps, c'est la proposition de la Commission européenne d'arrêter, à partir du 1er janvier 28, les flux de gaz russe vers l'Europe. Vous savez, certains pourraient dire, pourquoi est-ce que ça nous concerne? Après tout, en 28, les élections parlementaires auront déjà eu lieu, celles qui se tiendront en septembre 2027. Mais pour moi, ce n'est pas indifférent. Que m'importe quel sera le gouvernement, car ce sont les gens qui décideront lors des élections parlementaires. Mais si nous ne faisons pas d'efforts maintenant lors de la préparation de cet acte législatif, alors, s'il vous plaît, notez le tout 4 fois. Si nous ne faisons pas d'efforts maintenant, il y aura une pénurie de gaz, les frais de transit seront 2 ou 3 fois plus élevés et le prix de cette ressource va grimper en flèche. Sans parler du fait que nous avons un contrat avec Gazprom qui est valable jusqu'en 2034, et si l'Union européenne décide par un acte législatif de mettre fin à l'achat de ce gaz russe, la Fédération de Russie et Gazprom auront le droit légitime de poursuivre la Slovaquie concernant l'exécution de ce contrat, car il est basé sur le principe du take or pay, en d'autres termes, paie ou prends. La valeur de ce contrat est de 16 milliards d'euros. Donc, ils vont nous poursuivre pour 16 milliards d'euros. Et je me demande comment un tel litige peut être gagné quand une partie décide unilatéralement de se retirer du contrat et de ne pas respecter les engagements qu'elle a jusqu'en 2034. Donc, encore une fois, si nous n'agissons pas maintenant et n'obtenons pas au moins quelques garanties de la part de la Commission européenne et de nos partenaires, il y aura une pénurie de gaz, car nous sommes au bout du pipeline. Nous ne sommes plus au début du pipeline. Le prix de la marchandise va augmenter, les frais de transit seront plus élevés et nous sommes exposés au risque d'un litige judiciaire. Et ce n'est pas Robert Fico qui le dit, c'est moi qui le dis. Tous les industriels en Slovaquie, tout le monde sait ce qui va se passer si nous ne prenons pas de décisions et de mesures maintenant, tout de suite. Il est du devoir du gouvernement de la République slovaque d'obtenir des garanties qui permettront, dans une certaine mesure, d'éliminer les effets néfastes de cette décision de la Commission européenne. Pourquoi la Commission européenne prend-elle la décision d'arrêter les flux de gaz à partir de janvier 28? C'est une décision insensée. La Slovaquie, mesdames et messieurs, importe de la Fédération de Russie 3,5 milliards de mètres cubes de gaz par an. Savez-vous quelle est la consommation totale de l'Union européenne? 450 milliards. Donc, on parle de presque rien. Cela n'a absolument aucun impact sur la consommation de l'Union européenne. Sur rien du tout. D'un autre côté, il s'agit de gaz. S'il nous parvient, c'est avec des frais de transit fixés. Le prix est déterminé. Nous avons un approvisionnement sûr de ce gaz. Tout cela peut tout simplement prendre fin. À cela peut bien sûr s'ajouter un problème de plainte. Je ne suis pas un petit garçon pour que quelqu'un pense simplement qu'en tapant du pied, la Slovaquie fera immédiatement ce qu'il faut. En ce qui concerne le reporting, je veux voir les positions de la Commission européenne. Je veux voir les positions de nos partenaires de l'Union européenne, qu'ils comprennent la situation exceptionnelle de la Slovaquie. Aucun pays n'est aussi menacé par le reporting, c'est-à-dire par l'arrêt du flux de gaz en provenance de Russie, que la Slovaquie. Et ils le savent tous très bien, tout le monde le sait très bien, et le chancelier fédéral le sait aussi, ce qu'il a confirmé ce matin. Et toute l'Union européenne le sait, car dans les dernières conclusions du Conseil européen, la Slovaquie a été spécialement mentionnée comme un pays particulièrement menacé par le reporting. L'arrêt du flux de gaz à partir du 1er janvier 2028. Et qu'elle me pardonne, Madame la Présidente de la Commission européenne, c'est une décision insensée, idéologique et nuisible, qui découle uniquement d'une obsession contre la Russie. C'est tout. Cette décision n'a absolument aucune logique interne. Absolument aucune, car la diversification des approvisionnements en gaz a été poussée si loin qu'aujourd'hui, pratiquement tous les pays ont la possibilité de se procurer du gaz. Seule la Slovaquie, rendez-vous bien compte encore une fois, n'a pas d'accès direct aux terminaux de gaz naturel liquéfié. Nous avons toujours eu des livraisons assurées via l'Ukraine. Toujours. L'Ukraine nous a pris 500 millions d'euros lorsque Zelensky a arrêté le transit du gaz à travers l'Ukraine. Nous recevons maintenant du gaz via Turkstream, 3,5 milliards, et même cela, ils veulent encore nous l'enlever. Donc, nous voulons savoir ce qui se passera après le 1er janvier 28, peu importe quel sera le gouvernement, parce que nous savons que maintenant, tout se joue. Maintenant. Et c'est pourquoi je crois que mardi, nous pourrons vous informer du résultat de nos négociations. Si mardi nous décidons de soutenir le 18e paquet de sanctions, ce sera à condition qu'au moins nous soyons tombés d'accord sur quelque chose. Ce combat, mesdames et messieurs, ne peut pas être gagné 100-0. La Commission ne peut pas non plus le gagner 100-0 contre la Slovaquie. L'Allemagne non plus ne peut pas le gagner 100-0 contre la Slovaquie.
Mais nous non plus, nous ne pouvons pas le gagner 100-0. Et encore une fois, je m'adresse à mes collègues qui, peut-être en ce moment, tiennent un cigare et un cognac à la main, qui reviennent de vacances et se fichent complètement de ce qui se passe ici. Je parle ici aussi bien des politiciens de l'opposition que du gouvernement, pour qu'ils prennent conscience que si nous voulons rester dans l'Union européenne et dans l'OTAN, nous ne pouvons pas automatiquement dire non à tout, si nous voulons y rester. De la même manière, en tant que Premier ministre, je garantis que je ne dirai pas oui à tout simplement pour ne pas avoir l'air de trahir. Ceci est un intérêt national et étatique de la République slovaque en ce qui concerne le gaz. Nous ne nous sommes jamais retrouvés dans une situation de crise comme celle-ci. La Slovaquie a toujours été un pays sur du point de vue de l'approvisionnement en gaz. Pourquoi la Slovaquie, mesdames et messieurs, a-t-elle probablement la plus vaste infrastructure de gazoduc en Europe? Je n'ose même pas dire combien de pourcentage du territoire a accès au gaz. Les foyers, les maisons, c'est parce que nous avions un approvisionnement en gaz sûr et stable depuis la Fédération de Russie, c'est pour cela que nous avons construit le pays ainsi. Et maintenant, à cause de décisions idéologiques, à cause d'une obsession, à cause de l'hostilité envers la Russie, on va tout jeter à la poubelle et on va dépendre du fait que quelqu'un veuille bien nous aider un jour. Personne ne nous aidera, à moins que ce ne soit garanti. Oubliez l'idée que, s'il y a une pénurie de gaz en Europe, quelqu'un pensera à la Slovaquie. C'est la dure réalité. Et je parle d'expérience, en tant qu'homme politique qui n'en est pas à son premier jour en politique, et c'est ce que j'ai dit aujourd'hui au chancelier fédéral, monsieur le chancelier Friedrich, excusez-moi, mais je ne suis pas un novice en politique, c'est pourquoi je considère qu'il est très important que vous soyez informés de ce dont il s'agit ici, afin que vous ne commenciez pas tous à crier, y compris certains représentants de la coalition gouvernementale et de l'opposition, si nous décidons d'approuver un paquet de sanctions. Je le répète, nous n'avons rien contre le paquet de sanctions, nous l'avons simplement lié à l'arrêt du flux de gaz et maintenant nous nous battons pour les intérêts de la Slovaquie. Si nous obtenons au moins la garantie qu'après 2028, la Slovaquie pourra se sentir à peu près en sécurité, alors nous pourrons procéder au vote sur le paquet de sanctions. Sinon, même au prix d'une énorme crise qui surviendrait au sein de l'Union européenne, même au prix d'une crise majeure, je suis prêt à continuer de bloquer les sanctions contre la Fédération de Russie. Je le dis avec le plus grand sérieux. J'ai tout simplement l'impression que les vacances n'ont pas commencé. Je suis nerveux à cause de ce sujet du matin au soir, parce que nous ne pouvons pas perdre 100-0. Nous ne pouvons pas perdre 100-0. Que le 1er janvier, le gaz s'arrête de couler et débrouillez-vous, Slovaques. Payez 3 fois plus pour les frais de transit, ayez un gaz plus cher, et payez encore 16 milliards aux Russes pour le litige perdu du contrat jusqu'en 2034. C'est très simple. Il faut s'occuper de ce pays. Le plus facile, c'est de dire à Imeka, notre tâche, c'est de nuire. Imaginez, monsieur le journaliste, si c'était moi, en tant qu'homme politique d'opposition, qui avait dit ça. Quand j'étais dans l'opposition, si j'avais dit, vous savez quoi, ma tâche, c'est de nuire. Le rôle de l'opposition, c'est de rester sur le dos du gouvernement. Ça, c'est normal. Mais avec des alternatives. Dites-moi, quelles alternatives propose-t-il? Ils ne sont même pas capables de proposer une alternative au fait qu'il y a deux sexes. Ils ne sont pas capables de proposer une alternative sur les questions culturelles et éthiques fondamentales. Ils ne sont pas capables de proposer une alternative pour la consolidation. Avez-vous entendu de leur part une proposition sur où trouver 3 milliards? C'est à cause d'eux qu'on cherche maintenant ces 3 milliards. Avez-vous entendu une proposition de leur part? Rien. Ils radotent. Sans parler du fait que lorsque j'écoute l'ancien président de la Commission des finances du Conseil national discuter de ça, je n'en crois pas mes oreilles. Il était président de la Commission des finances à l'époque où ils ont mis les finances publiques sens dessus-dessous, au point qu'elles sont les pires de l'Union européenne, et maintenant il va venir dire que vous ne faites pas bien les choses. C'est ce que je préfère. Ce sont ces grands, ces géants de la politique slovaque. Donc, je vais le répéter à chaque conférence de presse et je vais vous demander de répéter cette phrase. L'opposition a déclaré que son rôle est de nuire. C'est une phrase qui, dans des circonstances normales, si vous ne les considériez pas comme des espèces protégées, aurait détruit l'opposition. Le soi-disant leader de l'opposition dit que le rôle de l'opposition est de nuire. Vous savez ce qu'il ferait aujourd'hui? Je crois que c'est ce qu'a dit le ministre de l'Agriculture et les opposants. Ils voteraient pour tout et ça leur serait complètement égal. Ils voteraient pour le paquet de sanctions, ils voteraient pour le reporting. Tout leur serait complètement égal, du moment qu'ils ne sortent pas du rang. Parce que c'est exactement cette politique-là. Pourvu qu'on ait la paix, on enverra tous les avions en Ukraine, le système S-300. Peu importe que nos centrales nucléaires ne soient pas protégées, ça leur est totalement égal. Et ensuite, ils critiquent quand on fait un achat urgent de systèmes de défense antiaérienne en Israël ou ailleurs. Qu'est-ce qu'on est en train d'acheter? Ce n'est pas nous qui avons donné le S-300 à l'Ukraine, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Ensuite, ils nous critiquent parce qu'il fallait acheter des avions. Ce n'est pas nous qui avons renvoyé nos avions en Ukraine, c'est quelqu'un d'autre. Ensuite, ils nous critiquent parce qu'on renouvelle le parc automobile. Regardez tout ce qui est parti en Ukraine. Donc, tout cela s'inscrit dans leur politique de nuire à tout prix.
J'écoute souvent vos remarques et vos discours, Monsieur le Président. Nous voulons également que nos matières premières soient transformées localement dans notre pays afin que nous puissions créer de la valeur et des emplois pour nos jeunes, pour qu'ils arrêtent de mourir. Nous avons des jeunes qui se noient en mer, dans l'océan, pour aller dans d'autres pays. C'est ce que nous voulons, une transformation locale des matières premières. Je suis général et moi aussi je suis pragmatique. J'aime quand les choses avancent rapidement. Vous êtes les bienvenus pour venir investir. Sinon, d'autres pays pourraient venir à votre place. Merci. Très intéressant, qu'il me fallait partager avec vous. Je pense qu'il sera essentiel de vous entendre parler à la fin de cette vidéo, ou peut-être même pendant que la vidéo se déroule. Faire une pause et écrire ce que vous pensez pour ne pas oublier. Suivons. Merci. Et au niveau diplomatique, je salue les succès que vous avez obtenus pour amener l'accord de paix entre la RDC. Je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, pour le succès que vous avez obtenu en concluant un accord de paix entre le Rwanda et la RDC. L'Afrique est un vaste continent qui a de nombreux problèmes. Et nous comptons vraiment sur vous pour votre assistance au Soudan. Car aucun investissement ne peut être réalisé lorsqu'il y a une guerre. Pour les investissements, il faut la paix. Les autres chefs d'État qui sont ici avec moi représentent des pays en paix. Et cela dure depuis un certain temps. Nous avons également des matières premières, des minerais, des terres rares. Nous ne sommes pas des pays pauvres. Nous sommes des pays riches en matières premières, mais nous avons besoin de partenaires pour nous soutenir et nous aider à développer ces ressources avec des partenariats gagnant-gagnant. C'est notre souhait. J'écoute souvent vos remarques et vos discours, Monsieur le Président. Nous voulons également que nos matières premières soient transformées localement dans notre pays afin que nous puissions créer de la valeur et des emplois pour nos jeunes, pour qu'ils arrêtent de mourir. Nous avons des jeunes qui se noient en mer, dans l'océan, pour aller dans d'autres pays. C'est ce que nous voulons, une transformation locale des matières premières. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Gabon est un pays riche. Nous avons plus de 2 millions d'habitants et une grande diversité, des matières premières, du pétrole et des réserves de gaz. Et nous aimerions que ces ressources soient exploitées en utilisant un modèle économique adapté. Depuis notre libération, nous avons changé notre façon de faire du commerce. Nous nous sommes concentrés sur la transparence et les appels d'offres pour quiconque souhaite venir investir dans notre pays. Si vous suivez l'actualité, nous avons également travaillé sur des accords avec l'Union européenne et nous voulions les réviser car nous ne pensions pas qu'ils représentaient des opportunités gagnant-gagnant. Donc, notre marché est ouvert. Nous voulons transformer le manganèse localement, que vous achetez par l'intermédiaire d'une entreprise appelée Aramet. Je suis sûr que c'est plus cher comparé à ce que vous pourriez acheter directement chez nous. Pour effectuer cette transformation locale, nous avons besoin de 8 à 10 gigawatts d'électricité. Là encore, c'est un appel d'offres ouvert. Toute entreprise américaine qui souhaite investir dans l'électricité au Gabon est la bienvenue pour saisir cette opportunité. Waouh! Qu'est-ce que vous en pensez? Continuons. Maintenant, en ce qui concerne la défense, le golfe de Guinée pose problème. Il y a de la piraterie maritime dans cette région et nous voulons travailler ensemble pour la stabiliser. Vous avez dit que vous aviez le meilleur équipement militaire, et c'est ce que nous aimerions avoir pour arrêter la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin d'un partenaire fiable et fort, qui s'engage et prend des mesures concrètes, des actions réelles. Nous devons également être pragmatiques, et c'est ce que vous êtes. Je suis général et moi aussi je suis pragmatique. J'aime quand les choses avancent rapidement. Vous êtes les bienvenus pour venir investir. Sinon, d'autres pays pourraient venir à votre place. Merci. Vous êtes d'accord avec ça? Ok, continuons. Good job. Thank you very much. Appreciate it. Bon travail. Merci beaucoup. Je l'apprécie. Merci, monsieur.
Thank you so much. Merci beaucoup, Mr. le Président. Je voudrais vous remercier pour cette invitation. C'est un grand honneur pour nous d'être ici à la Maison-Blanche et d'avoir cette opportunité de discuter avec vous du nouveau partenariat que vous mettez en place avec l'Afrique, en particulier pour les investissements. Je voulais également vous féliciter pour votre engagement envers la paix dans le monde entier et pour le succès diplomatique incroyable que vous avez obtenu avec la RDC, comme mes collègues l'ont mentionné. Vous avez également mis fin à une longue guerre qui a coûté de nombreuses vies et heureusement, vous êtes là pour y mettre un terme à cette guerre de 30 ans. I also wanted to express that Africa supports all efforts. Je voulais aussi exprimer que l'Afrique soutient tous les efforts pour ramener la paix au Soudan, en Libye et dans le Sahel. Monsieur le Président, comme vous l'avez vu, on peut faire des affaires que lorsqu'il y a la paix et la sécurité et vous instaurez la paix partout dans le monde pour qu'il y ait de meilleurs investissements. Le monde entier vous est reconnaissant pour cela. Now, with respect to my country, Senegal, en ce qui concerne mon pays, le Sénégal, je suis président depuis environ 6 mois maintenant. Et je veux rassurer tous les investisseurs américains sur la stabilité politique de notre pays et notre engagement réglementaire favorable que nous améliorons continuellement pour attirer davantage d'investissements. Which we are continuously improving upon in order to attract more investment. I wanted to speak about two projects that I think are an exceptional opportunity. Qui, je pense, représentent une opportunité exceptionnelle. Je vais parler de l'étude géologique américaine, qui peut aider à évaluer le potentiel des minerais dans notre pays. Et grâce à des entreprises américaines, nous avons pu découvrir du pétrole et du gaz, environ 950 milliards de mètres cubes de gaz que nous pouvons exploiter pour soutenir notre économie. Et encore une fois, nous avons pu le faire avec une entreprise américaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Another project I'd like to mention, and again, I would like to invite American investors. Un autre projet que j'aimerais mentionner, et là encore, je voudrais inviter les investisseurs américains à y participer, concerne une ville numérique. Nous avons identifié un espace dans la ville de Dakar. Il a une vue sur la mer. C'est une excellente opportunité pour les entreprises technologiques américaines de venir et d'en faire une ville technologique ouverte à l'Afrique. Je me demandais quel était votre secret pour résoudre toutes ces crises complexes. I was wondering what your secret was for resolving all these complex crises, and I know you are a tremendous golf player. Je sais que vous êtes un formidable joueur de golf. Le golf demande de la concentration et de la précision, des qualités qui font un grand leader. Le Sénégal offre des opportunités exceptionnelles, y compris dans le domaine du tourisme. Peut être qu'un investissement pourrait être réalisé dans un terrain de golf au Sénégal. Ce serait qu'à 6 heures de vol de New York, de Miami, de l'Europe ou du Golfe. Et ce serait une opportunité pour vous de montrer vos talents sur le terrain de golf aussi. Merci pour votre attention, monsieur. Show off your skills on the golf course too. Thank you for your attention, sir. Nice. Some way to show off my skills. It's a long trip to show off my skills. Une belle façon de montrer mes talents. C'est un long voyage pour montrer mes talents, mais c'est vraiment, lui et moi, il a mené une vie très intéressante. Il a l'air d'une personne très jeune. Il est un peu plus âgé qu'il n'y paraît, mais il fait un travail fantastique. Il a été traité très injustement par son gouvernement et j'ai prévalu. Félicitations pour cela. Vraiment, félicitations. C'était un excellent travail et vous avez tous fait un travail fantastique et nous parlerons avec vous pendant le repas. Voulez-vous poser des questions, s'il vous plaît? Où est mon journaliste d'Afrique? Vous êtes là? Comment vas-tu? Merci. J'ai une question pour les présidents africains et une question pour le président Trump. Comme vous pouvez le constater, Monsieur le Président Trump, tous les présidents africains sont très heureux de vos efforts pour ramener la paix en République démocratique du Congo. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, vous marquez l'histoire en recevant 5 présidents africains et en montrant l'intérêt des États-Unis à collaborer et à travailler en étroite collaboration avec les nations africaines. Le continent africain regarde, la jeunesse africaine regarde,
Et cette nouvelle approche que votre administration adopte pour traiter avec les nations africaines, non seulement basée sur l'aide, mais aussi sur le business où tout le monde peut gagner, est vraiment très appréciée par tous les Africains. Ma question est la suivante. Prévoyez-vous, Monsieur le Président, de voyager à l'avenir en Afrique pour voir de vos propres yeux tous ces pays africains, tout le potentiel que ces pays possèdent? Et pour les dirigeants africains, ma question est la suivante. Comme vous pouvez le voir, le président Trump travaille à instaurer la paix, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde entier. Envisagez-vous de nommer le président Trump pour le prix Nobel de la paix? C'est une très gentille journaliste. Je l'ai rencontrée il y a 2 semaines, lorsque nous avons reçu le Congo et le Rwanda, et nous avions aussi d'autres personnes venues d'Afrique. Et c'était la première fois, mais c'est une très belle. J'apprécie les questions, très sympa, en fait. Est-ce que tu aimerais? Moi, il. À un moment donné, j'aimerais aller en Afrique. Absolument. Nous verrons quel est le calendrier. Mais à un moment donné, j'aimerais beaucoup faire cela. Voudriez-vous donner une réponse rapide, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Microphone, s'il vous plaît. S'il te plaît. Bien sûr. Vous souhaitez cette dynamique pour la paix. Nous sommes favorables à cette dynamique pour la paix. Nous sommes très engagés en faveur de la paix. Je suis le premier chef d'État à être allé en Russie et en Ukraine, tous les deux, depuis le début de la guerre. J'ai assuré la présidence de la CBAO et je suis allé voir M. Poutine. Nous avons parlé pendant 4 heures, puis je suis allé en Ukraine. J'ai passé 12 heures dans un train pour parler au président Zelensky. Mais maintenant, le poids du président Trump, c'est tout autre chose. Nous sommes avec vous. Nous vous soutenons pour voir ce que nous pouvons faire afin de ramener la paix. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Je ne savais pas que j'allais être traité aussi gentiment. C'est génial. On pourrait faire ça toute la journée. Merci beaucoup. S'il vous plaît, allez-y. Monsieur le Président, je crois profondément que nous devons absolument continuer à soutenir activement les Américains dans leur force et leur détermination afin de pouvoir véritablement apporter une paix durable et une stabilité essentielle dans le monde entier. L'Amérique est un point de fusion et aussi un pays que nous attendons tous avec impatience. Et je veux vous encourager car sans paix, nous ne pouvons pas avoir de monde dans lequel vivre. Nous sommes à vos côtés sur ce point. God bless.